Voilà, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de journal sur votre média Eva Patrick TV2. L'actualité de ces jours est marquée par des faits importants que nous allons vous présenter tout au long de cette édition. Voici les sommaires. Ouvrir à sous verrou après l'annonce par les vice-premiers ministres de la Défense Guy Kabombo Mwadjanvita du renforcement de mesures de défense dans l'Est de la République démocratique du Congo. Trouble à Kinshasa après l'annonce du gouverneur de province Daniel Bumba du déploiement de plus de 2500 agents de contrôle routier de ce lundi 26 janvier. La circulation change de visage dans la capitale congolaise. C'est tout pour les titres et développement sous peu. Rebonsoir, chers téléspectateurs. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville d'Uvira est passée sous contrôle de forces gouvernementales après les retraits annoncés des rebelles de l'AFC Bar M23. Kinshasa salue les retours au calme tout en restant prudent face à ce qu'ils considèrent, j'y arrive, comme une manœuvre de communication sur les terrains. La situation reste fragile. Suivons ces reportages. Dans la province du Sud Kivu, à Uvira, le calme revient progressivement après les retraits des combattants de l'AFC Bar M23, un mouvement rebelle soutenu par les Rwandais selon les autorités congolaises. Une situation au cœur des échanges lors du Conseil des ministres tenu à Kinshasa sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa. Face au gouvernement, les premiers vice-ministres en charge de la défense, Guy Kabombo Mwadjanvita, a dressé un état des lieux sécuritaires. Il a confirmé les redéploiements de forces armées de la République démocratique du Congo dans la ville, avec pour mission principale protéger les civils et prévenir toute flambée de violences communautaires. Contrairement aux craintes exprimées par la rébellion, aucun chaos n'a été observé après leur départ. Les autorités militaires affirme avoir anticipé les risques en donnant des instructions strictes au commandement sur terrain et à la justice militaire afin de sanctionner tout abus éventuel. À Kinshasa, le gouvernement reste prudent. Les retraits annoncés de l'AFC Bar M23 est jugé ambigu. Pour les autorités congolaises, il s'agirait d'avant tout d'une manœuvre de communication destinée à réduire la pression diplomatique, notamment celle des États-Unis sur le Rwanda, régulièrement cité par les Nations Unies comme soutien du mouvement rebelle. Sur le terrain, la réalité demeure préoccupante. L'AFC Bar M23 continue d'étendre son influence dans plusieurs localités où une administration parallèle s'est mise en place hors du contrôle de l'État congolais. Uvira reste un point majeur stratégique. Sa position en fait un verrou sécuritaire essentiel pour le Sud Kivu et un passage potentiel vers les grands Katanga, cœur économique du pays. Pour Kinshasa, maintenir la stabilité dans cette zone est désormais une priorité absolue. Si les retraits de la rébellion marque une étape importante, l'Est de la République démocratique du Congo reste fragile. Les autorités promettent vigilance et fermeté, alors que la population, elle, espère enfin une paix durable. Kinshasa lutte contre les embouteillages, entre dans une nouvelle phase. Les gouverneurs de la ville-province Daniel Bumba annoncent le déploiement de plus de 3000 agents sur les principaux actes routiers de la capitale. Objectif, fluidifier la circulation, faire respecter les codes de la route et protéger la vie des usagers. Suivons ces reportages. Quinoises et Quinois. Notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur de transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement, ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique, sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire: faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route
n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules. S'agissant des camions de grand tonnage, des mesures spécifiques sont mises en place afin de préserver la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Les véhicules de 20 tonnes et plus, ainsi que les véhicules de livraison, circuleront selon des horaires réglementés, soit de 22h à 5h, le lundi, mardi et mercredi. Circulation libre pour les jours restants, tout en respectant l'accès dans la ville qu'à partir de 22h jusqu'à 5h. À cela s'ajoute l'interdiction formelle et stricte des stationnements anarchiques sur la voie publique. De même, les motos, taxis et tricycles sont interdits sur la route nationale numéro 1 aux mêmes heures, autant que le marché pirate le long des artères principales. Chères concitoyennes et concitoyens, ces mesures ne sont pas des sanctions contre la population, elles sont une protection de tous. La discipline routière sauve de vies. Elle fait gagner du temps, elle fait progresser Kinshasa. Je vous invite à faire de cette réforme un succès collectif. Bien circuler, c'est respecter la norme. Tosa, Batosa. J'en appelle à votre sens du civisme, que vive Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Lobi et Kolekalelo, Kinshasa et Zobo. Toutes ces mesures ont été prises en compte de ce lundi 26 janvier 2026. En Ituri à Boulé, dans les territoires de Djungu, les écoles restent fermées une semaine après la reprise de la zone par l'armée nationale. Les parlements de jeunes de l'Ituri s'inquiètent du sort de milliers d'enfants privés d'éducation et appellent les autorités à rétablir totalement la sécurité. Suivons ces reportages. À Boulé, dans les territoires de Djungu, le silence règne encore dans les écoles. Une semaine après la reprise de cette zone par l'armée nationale, les activités scolaires n'ont toujours pas repris, laissant des milliers d'enfants hors du système éducatif. La localité a été reprise après plus d'un mois d'occupation par les miliciens de la Convention pour la Révolution populaire. Si la présence de l'armée rassure partiellement la population, la peur et l'incertitude freinent les retours à la normale. Les parlements de jeunes de l'Ituri s'inquiètent de cette situation. Pour cette structure citoyenne, chaque jour sans école expose davantage les enfants à la violence, à la loisiveté et à la perte des repères. Après la reconquête de Boulé, les forces armées ont poursuivi les opérations de ratissage dans les environs, notamment dans la plaine de Savo, où de nombreuses familles déplacées se sont réfugiées. Selon les sources locales, des éléments armés en déroute se seraient dispersés vers plusieurs villages voisins, alimentant la crainte d'une insécurité persistante. Les parlements de jeunes appellent les autorités à renforcer durablement la sécurité, à rouvrir rapidement les écoles et à mobiliser les partenaires humanitaires. Boulé, l'avenir de toute une génération reste suspendu à un retour effectif de la paix. À Boulé, lutte contre l'exploitation des enfants, une campagne de sensibilisation a été lancée le samedi 24 janvier à Matadi par l'association de motocyclistes du Congo central en partenariat avec plusieurs organisations. Dire non à l'exploitation des enfants à des fins économiques et sexuelles. Un carnaval motorisé a parcouru les axes principaux de la ville pour porter les messages auprès de la population. Suivons ces reportages. À Matadi, les motards enregistrent ce samedi pour une cause noble, la protection des droits de l'enfant. L'association de motocyclistes du Congo central, Amokok, appuyée par ses partenaires, a lancé une vaste campagne de sensibilisation contre l'exploitation des enfants à des fins économiques et sexuelles.
Pour marquer les débuts de cette initiative, un carnaval motorisé a sillonné les principales artères de la ville. Une action visible, destinée à interpeller la population et à faire passer un message clair. L'exploitation des enfants n'a pas sa place dans la société. Vêtus de t-shirts blancs portant le slogan de la campagne, les motocyclistes ont échangé avec les habitants sur les dangers liés à ces pratiques et sur l'importance de respecter les droits fondamentaux des enfants. Les parents et responsables familiaux sont particulièrement visés car ils jouent un rôle central dans la prévention. Cette campagne bénéficie de l'accompagnement du Bureau international de droits de l'enfant qui soutient les efforts locaux visant à renforcer la protection de l'enfant dans la province du Congo central. Au-delà de cette première journée, les organisateurs voient plus loin. Les activités de sensibilisation vont se poursuivre jusqu'au mois de juin dans plusieurs lieux stratégiques, notamment les écoles, les églises et les marchés, afin de toucher un public encore plus large. Pour les présidents de la MOCOC, Bamo, Bomonekene, l'ambition est d'obtenir des résultats concrets sur terrain, tout en consolidant la confiance des partenaires et des bailleurs qui soutiennent cette action citoyenne. Les autorités locales saluent cette mobilisation. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, encourage l'extension de cette campagne à l'ensemble de la province afin de renforcer la lutte contre l'exploitation des enfants sous toute forme. Ces messages forts résonnent désormais dans les rues. Protéger les enfants, c'est protéger l'avenir. À Lubumbashi, dans la commune annexe du quartier Joli Site, vient de franchir une étape historique. Pour toute la première fois depuis sa création, cette zone périphérique est désormais alimentée en électricité. La mise sous tension de la cabine a été effectuée ce week-end par les autorités provinciales avec l'appui de la Société nationale d'électricité. On écoute ces reportages. La tombée de la nuit. Une lumière nouvelle éclaire désormais les quartiers Joli City, dans la commune annexe de Lubumbashi. Longtemps plongée dans l'obscurité, cette zone périphérique bénéficie pour la première fois de l'électricité, une avancée majeure rendue possible grâce aux efforts du gouvernement provincial du Haut-Katanga et à l'appui de la Société nationale de l'électricité. La mise sous tension officielle de la cabine électrique a eu lieu samedi dernier. L'installation est équipée d'un transformateur d'une capacité de 630 kVA capable d'alimenter jusqu'à 400 ménages. Pour la SNEL, cette infrastructure répond aux besoins actuels d'un quartier en pleine expansion. Joli City se distingue en effet par la présence de nouvelles constructions modernes, notamment des hôtels et des structures sanitaires. L'arrivée de l'électricité vient renforcer le développement de cette zone et améliorer sensiblement les conditions de vie de la population. Chez les habitants, l'émotion est forte. Après plusieurs années passées sans courant, l'éclairage des maisons et des avenues est vécu comme un véritable soulagement. Pour beaucoup, ces progrès marquent la fin d'un long calvaire et l'espoir d'un avenir meilleur. La cérémonie de mise sous tension a été présidée par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe. S'adressant à la population, il a insisté sur la nécessité de respecter les procédures établies pour le raccordement au réseau électrique. Il a également appelé les habitants à s'acquitter régulièrement de leurs factures, rappelant que l'électricité est un service qui exige discipline et responsabilité. Selon l'autorité provinciale, l'accès à l'énergie électrique contribuera aussi à renforcer la sécurité dans les quartiers, notamment par l'éclairage nocturne et le développement d'activités économiques. Profitant de cette occasion, le gouverneur intérimaire a annoncé la prochaine réhabilitation de l'avenue Kisuichi. Longue de 5 km, cette route stratégique relie la route de Likasi et celle de Kasenga et traverse le quartier Joli City. Avec l'électrification de cette zone, les autorités provinciales affirment leur volonté d'entendre les services de base au quartier périphérique de Lubumbashi. Pour les habitants de Joli City, la lumière qui s'allume aujourd'hui symbolise un nouveau départ. Enfin, nous sommes en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. La société de boissons gazeuses du Kasaï oriental, Sogacor en sigle, pleure la disparition soudaine de son directeur général adjoint, M. Louis Mangenda Kampoto, décédé le samedi 24 janvier 2026 en Mbuji-Mayi, une disparition qui suscite une vive émotion au sein de l'entreprise et bien au-delà. On écoute ces reportages.
La direction générale de la Société de boissons gazeuses du Kasaï oriental, Sogacor en cycle, en étroite collaboration avec son conseil d'administration, annonce avec une vive émotion le décès brutal de M. Louis Mangenda Kampoto, alors directeur général adjoint. Louis Mangenda s'est éteint le samedi 24 janvier 2026 en Bujimaï, laissant derrière lui une profonde tristesse au sein de l'entreprise parmi ses collaborateurs ainsi que dans son entourage professionnel et social. Cadre expérimenté et homme de valeur, il a consacré une partie importante de sa vie au service de la Sogacor SA. Son sens de l'organisation, sa rigueur professionnelle et son attachement au travail bien fait ont marqué durablement le fonctionnement et l'évolution de cette société. Cette disparition soudaine plonge les personnels, les sympathisants et les riverains de l'implantation de l'entreprise dans une douleur partagée. La direction générale et les conseils d'administration saluent la mémoire d'un homme respecté dont l'engagement et la loyauté resteront une référence. En cette épreuve difficile, le groupe de presse Eva Patrick TV adresse ses sincères condoléances à la famille biologique de M. Louis Mangenda, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues durement éprouvés par cette perte. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. En attendant, un appel au recueillement et à la prière est lancé afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. Qu'il repose en paix. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal réalisée par Israël Kadima. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne Eva Patrick TV I2 et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines éditions. L'actualité c'est demain. Merci et à très bientôt.